Chez nous, c'était un jour de printemps. Nous nous sommes installés sous un poirier. Il avait cette toute petite valise rouge avec laquelle il se promenait. Et il a sorti de cette valise rouge un clavier muet qu'il avait dessiné lui-même, parce qu'il avait assez de sens de la musique pour savoir que quand des fois on a certaines peines à lire la musique, il suffit de plaquer comme ça dans l'imagination, comme ça, ce contact réel physique avec un clavier comme ça, au sujet, les partitions. Moi je crois que je l'ai connu bien longtemps avant toi. Hein. Moi je l'ai connu au magasin chez mon père, oui. Quand il était venu acheter ces fameuses chaussettes écossaises. C'était des vraies chaussettes écossaises, des vrais clans. Il connaissait les noms des clans. Alors il voulait en acheter 12 paires. Il n'avait pas d'argent. Elles étaient chères? Alors 50 francs la paire. À cette époque, en 1930. Alors mon père lui avait dit, écoutez, monsieur Saint-Gréat, on va vous en offrir une paire pour les essayer, et puis si ça va bien, eh ben, vous reviendrez nous voir, et puis on s'arrangera. Elle était tout content, elle était repartie avec ses chaussettes écossaises, c'était merveilleux. Et il m'en a parlé toute sa vie, il m'a parlé de ses chaussettes écossaises. On se souvient toujours. Et vous, Philippe Perrin, vous l'avez rencontré comment? Et moi, grâce à Charles Jacquet, parce que nous allions dans un petit café qui était extrêmement pittoresque, qui s'appelle le Café de la Marine, rue du Moulin. Et là, j'ai fait sa connaissance comme ça, et il m'avait absolument fasciné. Il racontait des histoires d'une façon tellement extraordinaire qu'on écoutait. J'étais déjà très ami avec Charles, et ce personnage était tellement, je dis, extraordinaire. Quand il racontait des histoires, c'était tellement... Il mimait, il bougeait, il était drôle, il avait... Alors moi, j'avais été vraiment fasciné, je peux dire pas d'autre mot, par cet homme. Et alors, on a eu la chance de le revoir avec Charles et tous nos amis. Il y avait un petit peu, c'était encore à l'époque où on se retrouvait dans les mêmes cafés. Enfin, il y avait encore ces amitiés de café, enfin, qui je pense, disparaissent un peu. Voilà, comme ça, puis de fil en aiguille. J'étais absent. Et il a sonné à notre porte. C'est ma femme qui lui a ouvert la porte. Et il a demandé si j'étais là. Il a eu l'air ennuyé, que je n'y sois pas. Et puis ma femme a bien deviné qu'il faudrait le retenir. Alors elle lui a dit, mais écoutez, on va vous faire un lit, et puis vous restez à déjeuner, Édouard va revenir. Alors... il est allé chercher ses bagages qu'il avait cachés derrière les lauriers roses que j'ai dans la cour, devant la maison. Il avait caché son bagage comme ça, soigneusement, au risque, s'il risquait de ne pas être reçu assez rapidement. Alors il passait ici 15 jours, 3 semaines, quelquefois davantage. Et c'est dans cette pièce où nous sommes que nous le logions. On est venu à Sierre et au beau jour, il faisait beau, on est parti. On a commencé à aller à Salkenen, ça, puis avec des escales très courtes, et en rôdant beaucoup dans tous les bistrots surtout. Et voir tout, rien ne nous échappait. Comment travaillait-il auprès de vous? Eh bien, pendant que je faisais des aquarelles, il prenait des notes, dans les cafés surtout aussi, toujours. Ah, mais la machine, quel enfer! On met jamais pour jamais. Sprotz pour sport. On voudrait mettre pied métrique. On met paix. Heureusement que ça fait éclater de rire, même tout seul dans la nuit, ça soulage. Cependant, on veut continuer. On commence à sa belle place, un alinéa, et préalablement, on calcule. On y est, on frappe, et ça y est, c'est une minuscule qui sort. Alors, on efface, on recommence, on refrappe, c'est encore une minuscule, là, toute petite, toute pâle, ou bien alors un chiffre, ou bien le signe qui signifie %. Enfin, il y a aussi ça que on arrive au bout d'une phrase et au bout de la ligne. On veut mettre un point final, il n'y a plus de place. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre ce point au début de la ligne suivante. C'est ridicule.
Alors il faut le mettre à la main, alors, mais pas au crayon, il faut de l'encre. Alors voilà, où est l'encre? Ben, on cherche, on finit par trouver, et on met le point, et à ce moment-là, ça ne sèche pas. Alors, il faut attendre, sinon on risque de faire une longue, désastreuse traînée, comme celle qu'on faisait par exprès autrefois, quand les années bissextiles, on trempait des derrières de hannetons, qui ensuite se promenaient sur nos cahiers d'écoliers. Bon, là, il faut du buvard, mais du buvard, il n'y en a pas, il n'y en a plus, il n'y en aura jamais. Mais c'est affreux quand on a quelque chose à dire qu'on voit qui est juste et qu'il faut stupidement attendre. On a beau se calmer, y mettre le temps, épier le mal. Vous écrivez dessus, c'est comme si vous n'écriviez pas. Vous étanchez, pas de l'encre, de la teinture d'iode, ou n'importe quoi de renversé. Bref, vous en faites, et toujours mal à propos, une si grande dépense, que le jour où se reproduit le même inconvénient que j'ai dit d'un point qui résolument ne veut pas sécher, il se trouve que vous n'en avez plus. Quand vous avez vu son œuvre complète, est-ce que vous n'avez pas été étonné de la grandeur de ce qu'il avait écrit, de l'importance de ce qu'il avait écrit? Très étonné parce que moi je le voyais, je l'ai dit tout à l'heure, moins souvent bien sûr que Charles, et je n'ai pas vu travailler, c'est-à-dire que je voyais que regarder, prendre des choses, écouter, mais écrit, au fond, je ne l'ai pratiquement pas vu. Il prenait une note dans les cafés. Il notait comme ça, avec une... À ce moment-là, il n'y avait pas des points de ci, il y avait peut-être des points de bi. Quand vous avez participé au rassemblement de son œuvre, est-ce que vous n'avez pas été très surpris de l'abondance de ce qu'il avait écrit? 10 volumes. 10 volumes auxquels on va en ajouter probablement 7. Ce qui de est sa correspondance. Ce qui fait une œuvre qui se rapproche bientôt de celle de Ramus. Qui, dans ses œuvres complètes, il y a 23 volumes, je crois, dans la grande édition de Mermot. Eh bien, 10 volumes, ce sera déjà tout à fait respectable. Si, on a été surpris de voir ce que ça donnait en quantité. Mais c'était un homme finalement qui écrivait, qui travaillait beaucoup, voilà, qui ne faisait que ça. C'est rare, les écrivains font toujours autre chose d'habitude, chez nous surtout. Il y a très peu d'écrivains qui ont vécu de leur plume. Eh bien, Saint-Grillat tout de même était un de ceux-là, et il a consacré sa vie à écrire. Alors quand on met tout ça bout à bout, eh bien voilà, comme il dit dans la préface de Floride Zelvet, voilà, maintenant ça fait un petit livre. Il est très content, n'est-ce pas? Et on en a mis quelques-uns de ses textes ensemble, et puis ça fait un petit livre à montrer. Il siffle avec un sifflet, comme un dresseur de chiens policiers ou comme un chef de train de l'ancien temps. Et cette coutume mal authentique, un peu sotte, un peu niaise, détruit la poésie des rues, quand précisément à cette heure, il y a tant d'acuité partout dans cette ville, mais surtout dans ces terrains vagues et ces peupliers qui bordent l'Arve derrière les immeubles. Oh, mais ne badinons pas si l'on parle de l'Arve. Il y a un barrage au milieu de ce fleuve, à cet endroit précisément qui est en face de la maison. Et quelquefois, une fois, j'ai vu ça, mais c'est assez, on aperçoit un pied, 2 pieds qui montent, et puis l'eau glaciale pousse et soulève un pauvre arrière-train, un pauvre pantalon et un pauvre corps raidi, qui se hausse, se dresse, dégringole. C'est un désespéré qui s'est précipité du haut d'un pont en Savoie, bien plus haut, bien plus loin. Il a réfléchi d'abord, posé son portefeuille et ses provisions sur le mur. Son portefeuille ne contenait rien. Ses provisions, c'est pour un autre qui passera là, le ventre vide. Et puis, hardi. Je fais au début de la guerre, et je le vois arriver sur le Goléron, c'était des petits escaliers qui descendent. Il avait un caleçon de bain qui était évidemment pas tellement à la mode, en coton noir qui pendait, comme il avait perdu la ficelle, ce qui arrive souvent, il avait pris un boyau de bicyclette, parce que alors, vous voyez ce personnage avec ce truc rouge autour du ventre, ses longs caleçons, puis il me voit, j'étais en train de manger ces fameux cervelas avec la mayonnaise et la salade russe, qui était d'ailleurs à l'époque absolument immonde, parce que c'était des trucs fabriqués en tube. Il voit ça, puis il était fasciné, mais parce que ça a l'air bon, ça, alors, non, puis on a commandé, on a mangé ces 2 cervelas qui étaient en plein soleil, vous avez
la mayonnaise qui coulait sur ses assiettes. Oui, le béton du pain d'épaque. Il avait dit, oh, quel merveilleux déjeuner. Ça c'est bien, ça c'est bien. Ça c'est bien, puis de plonger. Passer l'après-midi, merveilleux, de baigner après ce... Une réaction comme un enfant. Ah, il avait trouvé ça merveilleux. Il avait, comme dans tout ce qu'il abordait, il avait une manière tellement extraordinaire d'aborder les problèmes, qui était vraiment un émerveillement. Un tas de choses qui échappaient à la plupart des êtres, tout d'un coup, se révélaient comme une évidence. Ce que je trouvais merveilleux chez Charles Albert, et je crois que c'est pour ça qu'il aimait tellement les enfants, c'est que c'est la qualité du regard qui portait sur toutes les choses, sur le livre du monde, comme ça, qui était un regard, en fait, d'innocence. Cette innocence que perdent la plupart des êtres parce que ils deviennent trop instruits. Je crois que Montesquieu avait raison de dire « J'aime les paysans, ils ne sont pas assez instruits pour raisonner de travers ». C'est un remarquable causeur qui sait transposer sa façon de parler dans son style, qui rafraîchit continuellement tout ce qui touche. N'importe quel sujet chez lui, ça devient quelque chose d'inattendu, de surprenant, et c'est une grosse qualité d'un écrivain. On ne sait jamais où on va, de sorte qu'on ne s'ennuie jamais. On est toujours surpris, n'est-ce pas, par la façon dont il va procéder. Ça, c'est un des grands atouts. C'est un écrivain qui regarde le monde, qui est satisfait du monde, ce qui est assez curieux, c'est assez rare, c'est un écrivain qui admire le monde tous les matins en se levant, et qui nous invite à l'admirer avec lui, et dont l'imagination agrandit les choses en faisant un voyage perpétuel entre le passé qu'il aime et puis le présent qu'il a sous les yeux. On voyage continuellement avec des références tout à fait inattendues entre les filles du temps de la Reine Berthe et puis les petites lapones d'aujourd'hui. Il n'a pas besoin d'avoir vu les pays pour nous dire comment ils sont. Il peut se servir de références chinoises ou japonaises. Pour lui, il y a une espèce de science infuse de la façon dont il faut voir les choses. Le vendredi 9 mai 1919, à 3h55 de l'après-midi, retentit à Fribourg un craquement qui n'avait rien d'analogue avec ce qui avait été entendu depuis la préhistoire et qui d'emblée fit sauter sur leur banc, c'est un ancien qui me l'a raconté, tous les élèves de Saint-Michel au plafond de chacune de leurs classes. Le grand pont suspendu venait de se rompre, ou plutôt, car il faut être exact, son plancher de céder avec un horrible bruit, laissant tomber dans le vide d'une hauteur incommensurable un camion et celui qui le conduisait. Il n'y eut de cet accident qu'un seul témoin, un ouvrier de la scierie de Broglie, qui raconte que son attention avait été attirée par le bruit insolite que produisit le roulement du camion sur le pont. Jamais ses oreilles, habituées au bruit du pont, n'avaient perçu quelque chose de pareil. Il leva la tête et vit distinctement une, puis deux, puis trois poutrelles du tablier se détacher derrière un gros véhicule qui continuait d'avancer. Puis, tout à coup, le pont pencha du côté aval et au même moment, le camion fut lancé dans le vide. Le camion chut d'une hauteur considérable, s'enfonce dans le sol à 6 mètres d'une maison. Du conducteur, on le comprend tué net, et non moins enterré verticalement, il ne subsistait plus qu'un buste posé aimable sur la prairie. Sangria s'intéresse à des choses très différentes. C'est un musicien. Il a commencé par faire des études de musique. Alors, la musique, en particulier la musique monodique du Moyen-Âge, a été toujours pour lui un grand attrait. Il a continué de l'étudier, on peut dire, à travers toute sa vie. De sorte qu'il peut passer pour un spécialiste de la musique du Moyen-Âge, un très bon connaisseur des troubadours. Il a donné d'excellentes traductions des troubadours provençaux, des trouvères. Et c'était là son intérêt primordial, si vous voulez.
rapport, Charles Albert, Saint-Gréa avait-il avec la musique? Il était musicien autant qu'écrivain. Il a fait ses études ici, à Genève, avec Barblan et ensuite avec Sgambati à Rome. Et il était passionnément musicien. Mais il avait de la musique une idée très à lui, qu'il a d'abord exposée dans un article très important qui m'a beaucoup frappé, moi, qui est apparu dans la Voile latine, qui s'appelle « Définition d'une musique libérée de la raison discursive ». Et ensuite, cette thèse, il l'a reprise, naturellement avec plus de maturité, peut-être moins de parti pris, dans le musical pur, qui est apparu dans la Nouvelle Revue Française, et puis toute sa défense de Stravinsky, qui défend justement le musical pur. Ce qu'il entendait par musical pur, c'est que la musique est une chose en soi. En 1945, j'avais organisé, aidé en cela par quelques amis, une série de conférences, de 6 conférences, oui, sur la musique. Et ces conférences, la première, il n'y avait presque personne, et la deuxième, on refusait du monde, tant c'était extraordinaire. Eh bien, oui, je vais le dire. Pourquoi ne le dirais-je pas? Eh bien, le directeur du conservatoire, dont je tairai le nom à l'époque, qui n'a assisté à aucune des conférences, du reste, dans ces conférences, qui étaient surtout sur des sujets musicaux, on ne voyait pas d'élèves du conservatoire ni de musiciens. Les musiciens ne s'intéressent pas à la musique, ils s'intéressent à des choses toutes petites, leur instrument, leurs notes, n'est-ce pas, comme ça, c'est terriblement limité. Eh bien, ce directeur m'a convoqué dans son bureau pour me dire que si toutefois, qu'il avait entendu parler de ces conférences et que si toutefois j'avais l'intention de refaire une série de conférences, il faudrait que je choisisse un autre endroit parce que le conservatoire était un établissement sérieux. Le matin, alors il prenait du thé dans sa chambre avec une cigarette anglaise. Parce que la cigarette anglaise, ça ne va pas avec le vin rouge. Par contre, à 11h, on allait au Café du Levant, la place du Port, vous vous rappelez, où on se trouvait toute une équipe. Alors là, c'était la gauloise, avec le rouge. Et il fumait comment? Voilà. Ce qu'il aimait bien, des fois, c'était des cigarettes à bout russe. Ces cigarettes en carton complet, ça l'amusait beaucoup, ça. Vous avez sorti sa valise. C'est un objet presque mythologique, avec laquelle il se déplaçait. Il se déplaçait, je suppose qu'il l'arrimait sur le porte-bagages de sa bicyclette. Vous pouvez nous montrer ce qu'il y a dedans? Oh, ce sont ses objets à lui. Oui, ce sont ses objets à lui. C'est ce qu'il en reste. Ce que nous avons trouvé quand nous avons ouvert cette valise en le ramenant à Genève. Voici ses pantoufles. Voici sa paire de lunettes. Sa paire de lunettes avec 2 branches différentes, mais comme il était bricoleur dans l'âme, certainement c'est lui qui a trouvé le moyen de remettre une branche. Il était bricoleur, oui. Il était bricoleur, il réparait toujours sa bicyclette lui-même. Son réveil matin. Ce réveil matin, je l'ai trouvé tel quel, c'est-à-dire sans le petit arrêt qui freine la sonnerie. Mais je pense que Charles Albert détestait être réveillé de bonne heure le matin, qu'il avait perdu ce petit arrêt, et alors il a mis dessus un sparadrap. Oui. Parce qu'en bon fils de directeur de la Patek et Philippe, il savait que si la poussière s'introduisait dans les mouvements d'horlogerie, c'était perdu. Et puis, comme je partais pour Paris, j'avais terminé mes études au conservatoire et je partais pour Paris, il m'a dit d'aller le trouver à la rue Bonaparte, où il était d'ailleurs logé d'une façon assez bizarre,
avec 2 pièces dont l'une était, disait-il, très en désordre, quant à l'autre, elle était imprésentable. C'était véritablement l'errant, le vagabond. C'était un célibataire tout à fait invétéré, puis il était habitué à tout faire. Il cousait ses boutons, il ressemait ses chaussures lui-même. Il faisait sa nourriture dans cette cheminée, sur un trépied, comme une vieille femme, une soupe avec une casserole. C'était très pauvre. Alors il m'avait dit, pour empêcher cette pauvreté, pour qu'on ne la voie pas trop, je mets du papier d'étain doré. Alors il avait collé des feuilles de papier d'étain doré sur les murs, et il disait, mes murs sont en or. Il aimait beaucoup sa chambre. Il aimait ensuite le bistrot, le café de la mairie. Et puis un bistrot là, à la rue du Fou, près de la rue du Fou. Et puis un qui nous offrait en effet du très bon vin, un peu clandestinement. Par exemple, voilà une mamie Sangria. Il dit, je n'existe pas jusqu'à midi. Ses amis, par exemple, avaient reçu l'ordre de ne pas le saluer dans la rue avant midi. Et quand moi, il m'arrivait de le rencontrer, alors je lui disais, bonjour Charles Albert, et il me disait, pourtant tu sais très bien que je n'existe pas, n'est-ce pas, le matin, et que c'est une insulte. Cette maison où j'habite est la plus mince, et la plus haute, 5 étages qu'on voit, et 4 qui sont creusés en sous-sol dans le roc. D'une rue qui fut sans doute la première, sur une crête de molasse, ou terre de Greube longtemps déserte, où sans qu'il y eût d'édifice ni de ville encore, il dut y avoir périodiquement des rendez-vous d'échange, soit, disons plutôt, des marchés. Vous dire combien je l'apprécie serait parler en vain. D'abord parce qu'elle est penchée vers le précipice au fond duquel coule la Sarine. Et que toutes les portes se ferment d'elles-mêmes, à moins que vous ne les assuriez par un pied, par un poids. Porte de chambre, porte d'armoire, porte de cabinet, porte de table de nuit. Impossible de sortir une demi-minute et de rentrer chargé d'un récipient ou de quelque chose qui vous encombre sans trouver au retour une porte fermée. Enfin, le matin, il partait du petit bistrot de la rue Neuve-du-Moulin, où il avait sa chambre. Il prenait une longue ficelle, une immense ficelle, et il enfilait 2 ou 3 chemises dans les boutonnières et il allait les jeter dans au pont de la machine où il y a la grosse cascade, où ça mousse, il disait, où il y a de la limonade. Et puis il laissait tremper ses chemises pendant 2-3 heures là-dedans, et puis effectivement, elle ressortait très propre, absolument blanche et propre. On me dit qu'il sans savon. On me dit qu'il allait chercher son eau à la fontaine. À la fontaine de la place Langemal pour faire son thé. Parce que l'eau de chez Madame Gigi, c'était un vieil immeuble, il avait un peu peur qu'elle soit polluée ou qu'elle sente le... comment ça s'appelle? L'eau de Javel. Le chlore, oui. Alors pour faire son thé, il ne pouvait pas, il fallait qu'il descende. Alors il descendait en pyjama, en pantoufles, à la place Langemal avec un petit bidon. Il allait chercher sa flotte pour faire son thé. Mais ça, ce sont les habitudes de clochard. Non, au contraire, c'est l'habitude d'un type qui aime le luxe. Écoutez, un type qui va chercher son eau, ça veut dire un type qui ne boit pas l'eau de tout le monde, non? Vous n'êtes pas d'accord? Oui, je suis d'accord avec vous. Hein? Un homme qui a une certaine manière de s'habiller, une certaine manière de voir les choses qui n'est précisément pas conformiste. On se débarrasse de lui en disant c'est un clown, n'est-ce pas? Puis un point c'est tout, c'est facile. Mais à mon avis, ça n'était pas un clown, c'était simplement un homme qui, étant ce qu'il était, est resté fidèle à sa nature. Et ce que, au fond, vous savez, ce qu'il aimait surtout, avant tout, Charles Albert, c'est une chose très simple, il aimait la vie. Si vous permettez, j'aimerais vous lire un passage de lui où, de temps en temps, il y a une espèce de sourde révolte qui éclate contre la situation marginale qui lui est faite et où perce un peu d'amertume. C'est plutôt rare, mais c'est d'autant plus impressionnant parce que c'est, au fond, ça devait être ça, n'est pas sa vraie nature. Il devait faire les plans au fond de sa poche de temps en temps. Il parle des gens qui
des sociétés qu'il fréquente, parce que c'est un très brillant causeur, il est très bien admis dans les sociétés. C'est un modèle. On aime l'avoir avec soi. Me faisant aimable alors que je suis tueur, me faisant pittoresque alors que je suis roi, allant dans des endroits affreux, buvant des mélanges qui se paient des prix fous et que personne n'aime, vivant mal et pauvre et sale dans un tout petit logement où j'entends le bruit de tous les gens qui vont au cabinet. Enfin, devenant rangé, content de peu, aimable par désespoir, victime de gens croyant se tromper, ne m'accordant pas le droit de n'être pas arrogant, m'invitant à dîner, m'invitant plus à dîner, me faisant grâce en me réinvitant à dîner, me présentant à des grandes dames, à des vraies, à des fausses moins vulgaires que les vraies, à des êtres tyranniques dans la débauche, me faisant passer la nuit dehors, insulter des cadavres, payer de guerre lasse des porte-manteaux, des riens, sauvant l'honneur et accomplissant ma ruine. Il était coquet, l'enfant. Il était coquet, oui, il savait très bien ce que c'était que des belles choses. Il avait un sens de l'élégance, alors, absolu, alors. Il savait très bien ce qu'un homme mal habillé, un homme bien habillé, il le reconnaissait tout de suite, alors. Mais il n'était pas un clochard. Non, pas du tout, il adore le luxe, il adore les choses. Il était très ennuyé quand il avait une tache, par exemple. Alors il frottait cette tache, c'était toute une histoire. Le monsieur décoré, des palmes académiques seulement. D'abord, êtes-vous savoyard? Moi, je suis d'Hermance, sur la côte de Savoie. Le monsieur, ah, mais Hermance est dans le canton de Genève. Vous êtes suisse. Entre parenthèses, en italique. Immédiatement par une sorte de déclenchement cérébral automatique qui tient à la constitution primaire, universitaire, irrémédiablement centralisée du monsieur décoré. Chalet, coucou, Edelweiss, Corps des Alpes, boîte à musique, café Kneipe, film moral, bottines ferrées, être suprême, Alpengloon, Montreux Oberland, Avalanche, Festspiel, instruction de plus en plus répandue, langue vivante, Pestalozzi, Piolet, Chamois, valeureux petit peuple qui se constitua dans l'affirmation de sa liberté, chocolat, bonivar, tabac dénicotinisé, industrie hôtelière, bois sculpté, laïtoum lala, laïtoum lala. Vous êtes donc suisse. Moi, non, non. Je suis genevois de la côte de Savoie, ressortissant de toute cette haute Savoie qui, au temps des princes évêques, était le pays de Genève. Je me refuse à ce que l'on situe aussi vite et aussi mal que vous le faites par l'appellation de Suisse, un être aussi complexe que moi. Je crois qu'on ne l'enseignera jamais dans les écoles. Vous comprenez, il a une manière de voir les choses qui est trop révolutionnaire, dans ce sens qu'il voit les choses comme les autres ne les voient pas. Il n'y a rien d'académique dans sa position. Il est mal connu en Suisse romande et il est mal connu partout. Je dirais que l'œuvre de Saint-Grillat aura une pénétration difficile mais constante. Je ne pense pas que c'est un écrivain qui peut tout à coup atteindre une foule de lecteurs ou passionner beaucoup de gens. Peut-être si les textes sont lus à l'école plus attentivement, ou bien si on les entend, si on sait trouver un propos qui correspond à un texte, on le lira plus volontiers. Mais il s'agit d'un écrivain qui n'a pas de sujet, qui ne raconte pas une histoire suivie. Ce n'est pas une histoire policière, pas une histoire d'amour, ni un roman bourgeois. C'est un écrivain qui a un style et qui touche tout avec son génie. La Suisse française, c'est Ramu. Et puis, Ramu, en vieillissant, en s'éloignant, on s'aperçoit qu'il est moins important. Et c'est Saint-Grillat qui vient au premier plan. Un beau jour, on s'apercevra que nous avons un grand écrivain qui dure. Et qui s'impose et qui est peut-être plus grand. C'est l'homme de notre temps, enfin, pour la Suisse romande, qui possède le plus de modernité. Vous comprenez? C'est un homme qui a fréquenté Picasso, qui a fréquenté Juan Gris, les cubistes. Il a connu très bien Mac Jacob, il a connu Malraux, il a vraiment été... Et Sandrard? Et Sandrard, il a été un grand ami de Sandrard. Sandrard était un peu jaloux de lui, mais Sandrard a écrit des pages inoubliables sur Saint-Grillat. James Joyce?
Joyce, il avait une grande admiration pour Joyce, il l'avait rencontré chez Adrienne Monnier. Enfin, Saint-Grillat est un homme plus complet que Ramu, si vous voulez. On peut presque parler d'un écrivain européen. À la mesure où il a été une sorte d'internationalisme. Non, c'est pas un internationaliste. Au contraire, c'est un homme qui aimait énormément, qui avait horreur de l'idée internationale, mais qui aimait énormément la diversité de l'Europe et la diversité du monde. C'est un homme qui a toujours défendu la notion de diversité. Ce qu'il aime, c'est se retrouver dans des univers très divers, qu'il rassemble et il montre, après tout, que tout le monde tourne autour de la même vérité sous des formes différentes.